Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un manoir, on va parler du manoir de Quérandré qui se trouve en rive droite, juste derrière la gare. Alors avant, petite définition, qu'est-ce qu'un manoir qu'on ne confond pas avec un hôtel particulier? On verra tout à l'heure qu'on a certaines similitudes, mais on va dire que le manoir est plutôt en zone rurale et l'hôtel particulier est plutôt en zone urbaine. Manoir, ça vient du verbe latin manere qui veut dire rester. Et en fait, c'est tout simplement le rester demeuré, hein. C'est d'ailleurs le même mot qui donnera monument plus tard. C'est tout simplement le centre d'un domaine agricole, hein, qui est celui d'une famille aristocratique. C'est un lieu de vie pour cette famille, c'est un lieu de travail, c'est là où se concentre tout le, on va dire, le matériel de production et de conservation du domaine agricole qui l'entoure, et c'est aussi un lieu de pouvoir, puisque, eh bien, comme c'est le domaine d'une famille aristocratique, celle-ci possède des droits seigneuriaux, et qu'elle fait appliquer. Et eh bien, c'est à l'intérieur de ce lieu, et notamment dans la grande salle, qu'on peut eh bien, recevoir ses obligés. C'est également au sein du manoir que vit la domesticité, et notamment le métayer, qui est celui en charge du travail sur la zone agricole. On verra à Quérandré qu'il avait sa maison qui était présente. Des manoirs en Bretagne, il y en a énormément, hein, sur toute la dimension de l'échelle de la province, on en compte à peu près 12 000. On a certaines communes où on peut avoir entre 30 et 40 par commune. Vous voyez, une emprise extrêmement forte, mais qui montre aussi la très forte présence du monde de la noblesse en monde rural. Alors le manoir, il a différentes tailles, hein. Ça peut aller du manoir extrêmement imposant, je pense au Morbihan, à des choses comme le Plessis-Jousseau, jusqu'à des choses beaucoup plus modestes, comme à l'image notamment de Quérandré. Les premiers manoirs sont, semble-t-il, faits en bois et terre, avec des inspirations qui proviendraient d'Angleterre et de Normandie. Et puis plus on avance dans le siècle, plus évidemment on va les construire en pierre, avec différents modèles, hein. Vous avez les manoirs en T inversé, vous avez ceux qui ont une forme de L avec une tourelle accolée. Avec le manoir, évidemment, vous avez différents bâtiments que l'on va retrouver. On a un mur d'enceinte, on peut avoir un portail plus ou moins orné. On a évidemment la tourelle d'escalier qui est accolée, alors on l'a vu soit en façade dans le L, soit positionnée sur l'arrière, mais on peut aussi y trouver le puits, le colombier, les rabattre, enfin tout ce qui fait vivre un domaine agricole, avec évidemment les terres qui sont tout autour, les terres et les bois qui sont présents là. Pour ce qui est de Quérandré à Hennebont, la première mention d'une occupation à Quérandré, c'est dans une charte qui est conservée dans le cartulaire du Morbihan, qui a été établie par Rosenzweig au XIXe siècle. On a une charte de l'an 1200, donc en 1200. Henri, seigneur d'Hennebont, eh bien, donne aux moines du monastère de Saint-Melaine à Rennes différentes propriétés, hein. C'est à charge pour eux ensuite de prier pour lui. Eh bien, parmi les propriétés qui sont données, il y a en latin Villa André, hein, qui est donc la première mention. Souvent, le villa en latin a donné Caire en breton, hein. C'est les dispositifs qu'on peut trouver, hein. Je pense notamment à beaucoup d'endroits qui sont passés de Villeneuve à Kernéès, par exemple. Voilà, on retrouve cet élément-là. Ça nous indique pas tellement si André est un nom, est un prénom. Parce qu'il faut savoir que les noms de famille sont fixés très longtemps, hein, enfin beaucoup plus longtemps au Moyen-Âge. Est-ce qu'on n'a pas derrière aussi une évolution avec, on pensait que le mot André, qui veut dire le chêne, la villa, le hameau des chênes, là c'est difficile à savoir exactement ce qu'il en est. En tout cas, Henri, seigneur d'Hennebont, donne aux moines des terres et des hommes. Donc là on sait déjà, hein, qu'on a la dimension territoriale, mais aussi la dimension politique et seigneuriale, avec les hommes qui sont aussi eh bien, transférés au monastère. Ensuite, on trouve des mentions de Quérandré dans d'autres documents, notamment dans ce qu'on appelle l'état des montres et des réformations, qui étaient tout simplement eh bien, les présentations que les familles nobles devaient faire dans le cadre de leur service militaire, le service d'ost, et où effectivement elles étaient appelées, et on avait des listes nominales dans lesquelles apparaissaient les seigneurs avec en face leur seigneurie. Hein, et pour Quérandré, ça apparaît au tout début du XVIe siècle, entre 1500 et 1530, hein, d'ailleurs à peu près au même moment où on construit Notre-Dame de Paradis, et le seigneur qui est présent, c'est Guillaume du Vergier,
qui apparaît à différents moments de l'histoire, hein, entre 1500, où le texte dit qu'il est enfant et qu'il en hérite, jusqu'en 1530, où eh bien, cet héritage est transmis à son fils Henri du Vergier. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec toutes ces différentes mentions du XVIe siècle, on voit aussi les différentes appellations. On va retrouver Kerandreuf, Kerandrein, Kerandreis, donc on voit que l'orthographe n'est pas complètement fixée, et avec Kerandreuf, Dreuf, le F, qui est souvent une altération du V, on peut repenser à cette histoire de chêne en breton. Ensuite, on perd la trace des propriétaires. Il faudrait, je vous avouerai honnêtement que je n'ai pas poussé jusqu'au bout mes investigations, mais il faudrait pouvoir rechercher un petit peu plus dans les éléments. En attendant, on a un document extrêmement important de la fin du XVIIIe siècle qui apparaît, dans lequel est mentionnée la famille Goyon ou Guyon, alors ça dépend, ou même Gouillon, on peut trouver, avec notamment une Catherine de Gouillon, qui est dite dame de Kerandré, et qui va épouser eh bien, Charles de Thomas de Saint-Maudé. Et à cette occasion, un document est produit, un document qui nous est connu à cause d'une vente au début du XXe siècle, et qui fait un état complet de la propriété au XVIIIe siècle, avec eh bien, pour chaque article correspond un bâtiment, puis correspond un type de terre, les terres chaudes, les terres froides, les bois, les futaies, etc. On a les différentes parties du manoir, hein, on en reparlera, les rabattre, la métairie, la grange, l'écurie. On a également, et ça c'est très intéressant, pour le XVIIIe siècle, la mention des droits seigneuriaux que possédait le propriétaire du manoir à l'église de Saint-Caradec, avec notamment ce qu'on appelle les droits honorifiques, ces droits de prééminence, hein, qui lui donnent un statut particulier. Il avait notamment le droit d'avoir un banc, ce qu'on appelle un banc à queue et à coudoir, c'est-à-dire un banc fermé dans lequel la famille noble peut se rassembler pour suivre les cérémonies, puisqu'on est généralement, il n'y a pas de banc, hein, en temps ancien dans les églises, on écoute debout ou alors sur un petit coussin, hein, qu'on a même soi-même. C'est beaucoup plus tard qu'on aura un service de bancs et de chaises qui seront mis en place. Mais quand on est une famille prééminentiaire, on a son droit de banc dans l'église. Je rappellerai pour l'anecdote à propos de banc, l'histoire de l'abbesse de la Joie qui avait son banc à Notre-Dame de Paradis et qui pourrait bien, pour contester son droit et affirmer leur possession sur pas la basilique, c'était pas basilique, sur l'église Notre-Dame de Paradis, eh bien les habitants d'Hennebont vont jeter à l'extérieur le banc de l'abbesse, hein, le mettre dehors, pour pouvoir justement montrer eh bien, qu'elle n'a pas forcément les droits sur ce bâtiment. Autre droit seigneurial important, celui de sépulture. On est enterré dans l'église, on a droit à avoir sa pierre tombale près du grand autel, du côté de l'évangile, c'est-à-dire du côté droit. Alors, du côté droit, c'est du côté nord, hein, donc une position éminemment importante. Et puis le dernier élément, c'est d'avoir le droit de porter ses armoiries, hein, de faire mettre son écusson sur la maîtresse vitre, donc sur le grand vitrail, placé en hauteur, pour indiquer à tous et à toutes eh bien, le pouvoir et les droits que l'on a sur cet édifice. Donc ça c'est un document intéressant parce que il nous montre aussi l'étendue du pouvoir et des droits que le détenteur du manoir de Kerandré avait en rive droite. Alors le manoir de Kerandré, tel qu'on peut le voir aujourd'hui, c'est un bâtiment qui reste impressionnant, même si sur sa partie est, il a été peu à peu mangé par les constructions qui étaient à côté. Il n'y a plus, on voit toujours, hein, lorsqu'on est près de l'entrée, la grande cour, hein, la grande aire à battre, telle qu'elle était précisée dans le document de 1783 dont on a parlé tout à l'heure. On a également la trace d'une des maisons de métayer, hein, sur la gauche. En revanche, la très belle porte cochère, enfin porte charretière et piétonnière qui était présente a disparu. On la voit sur un dessin et je crois sur quelques photographies anciennes et qui effectivement marquait d'une façon somptuaire l'entrée du bâtiment. En plus, lorsqu'on regarde sur le cadastre 1835, on se rend compte de l'existence d'une parcelle très allongée qui part à peu près, hein, qui part totalement en face de l'entrée, et il y avait sans doute, lorsqu'on venait du sud, lorsqu'on venait du Blavet, eh bien une longue ravine, hein, une longue allée plantée d'arbres, et qui menait jusqu'à l'entrée du manoir, donnant à celle-ci hein, une impression beaucoup plus flamboyante. Aujourd'hui, les évolutions urbaines ont fait qu'on est directement sur un croisement assez large d'ailleurs, et donc on a perdu cette dimension un petit peu
majestueuse, qui était celle d'avancer dans une allée d'arbres jusqu'à une porte charretière. Donc avec une porte, le fait qu'il y ait une porte charretière et une porte piétonnière montre que cette porte était quand même conçue comme un élément de défense. C'est-à-dire qu'on pouvait éventuellement fermer la grande porte pour pouvoir ne faire pénétrer que des piétons d'une certaine façon au compte-gouttes. Donc on avait aussi cette dimension de protection et de sécurité. En plus de donner évidemment une impression de petit château au bâtiment. Donc celui-ci est placé en fond de parcelle. La partie que l'on voit au sud de la façade est somme toute assez simple. On a une travée à l'est avec 2 fenêtres l'une au-dessus de l'autre, des fenêtres qui ont connu beaucoup de transformations. La fenêtre du bas a été transformée en porte-fenêtre, et puis à la fenêtre de l'étage qui a dû être un petit peu modifiée, on distingue, et c'est la même chose de l'autre côté, la trace de la traverse et les meneaux, qui fait qu'on vous aviez une fenêtre avec, vous savez, ces montants en pierre qui venaient les séparer et qui étaient sans doute ornés de pièces de verre enchâssées dans du plomb. On a au centre une lucarne qui est assez sobre. Alors il y a un motif en haut où on a peut-être la présence d'armoiries, mais c'est assez complexe à voir du bas. Vous avez de chaque côté les rampants qui remontent vers les cheminées, qui indiquent qu'il y avait sans doute à un moment donné une couverture, peut-être une couverture en chaume posée sur le bâtiment. Et puis vous avez sur la travée ouest, la porte d'entrée et une petite fenêtre. Et là, si on examine clairement, on voit que cette fenêtre a été réduite. Il y a eu une modification très très importante dans la maçonnerie à ce moment-là, peut-être au XVIIe siècle. On a transformé cette partie-là. Alors, est-ce que le manoir à l'origine avait un retour en L et on a déplacé la porte, ou est-ce il avait un autre aspect sur ce côté-là? Ça, c'est très difficile à savoir. Et dans le prolongement, vous avez une longère qui doit s'appeler dans l'origine, je crois, Tipenebe ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'on aurait la maison du Bout Neuve? Voilà, et donc mention d'un ajout sur ce bâtiment. Le manoir est rectangulaire, il n'a pas de forme en L ou en T inversé comme on trouve sur certains. Probablement il est d'ailleurs assez proche dans son allure des grands, on en parlait tout à l'heure, des grands hôtels particuliers des années 1580, 1600 que l'on trouve à Hennebont, notamment je pense à l'hôtel L'Ermite, dont on a déjà parlé dans une vidéo. Je vous mettrai le lien juste au-dessus là. Et puis vous avez également la même chose avec l'hôtel de Pitouët qui lui se trouve à l'entrée de la rue des Lombards dans la ville close. Bâtiments qui ont conservé, alors c'est plus le cas pour l'hôtel L'Ermite qui a été remonté après-guerre, mais qui ont conservé comme l'hôtel de Pitouët la tourelle arrière, la tourelle d'escalier. Alors à Quérandré, elle est sur le côté, elle est à l'ouest, elle est dans l'axe de la porte d'entrée. Très très bel escalier tournant avec des marches qui font quasiment 1,50 m de large. C'est, dit-on, un des plus larges de Bretagne. Quand on est de l'autre côté nord, vers la gare, et qu'on regarde le bâtiment, la tourelle est un peu noyée. Il y a sans doute un appentis qui a été ajouté plus tardivement sur le rectangle initial qui était celui du manoir. Donc la tour devait être à l'origine beaucoup plus visible et évidemment ajouté à la dimension noble du bâtiment, puisque la tour était, hormis le côté pratique, d'avoir effectivement cet escalier qui distribue les 2 étages, ce qui fait qu'il ne mange pas dans le volume du bâtiment. C'est ce qu'on appelle un escalier hors d'œuvre, il est hors de la construction principale du bâtiment. L'avantage était évidemment de renvoyer directement à l'imagerie du château, donc de la puissance foncière et seigneuriale. On sait également que grâce notamment à ce texte du XVIIIe siècle, qu'au centre on a l'air à battre, qui est placé ici, et que tout autour on va trouver les éléments pratiques. Donc on nous précise bien qu'on a l'écurie, qu'on a les bâtiments des domestiques avec leur couverture soit en chaume, soit d'ardoise, qu'on a au portail, nous dit-on, la métairie, donc bien la demeure de la personne qui était en charge de tout le domaine agricole pour le seigneur du lieu. Voilà, c'était une petite présentation du manoir de Quérandré, un manoir somme toute assez modeste, mais extrêmement riche de par son histoire, et puis surtout un des manoirs rural qui nous reste sur la ville d'Hennebont. Je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous dis à très bientôt, et puis n'hésitez pas à partager si cela vous a plu. Au revoir.